tropicales sont fabriqués à partir de matériaux périssables. Ces objets en fibres végétales étaient essentiels à la survie de ces groupes humains. La majorité des objets réalisés en matériaux périssables ont été fabriqués par des femmes. J'appuie cette conclusion sur des preuves archéologiques ainsi que sur des comparaisons ethnographiques avec des chasseurs-cueilleurs actuels. Ces modestes morceaux de terre cuite dévoilent le rôle majeur des femmes de la préhistoire. Pour des raisons essentiellement historiques, nous avons eu tendance, en Europe comme en Amérique du Nord, à minimiser la collecte de végétaux et la chasse aux petits animaux au profit de l'image plus spectaculaire de la chasse au gros gibier avec des lances. Nous avons préjugé que ce sont les hommes dans la force de l'âge qui sont l'alpha et l'oméga de l'ère glaciaire. Mais s'ils ne le sont pas, la pierre non plus. L'ingéniosité et le talent de Lady Sapiens ont permis à ces groupes d'améliorer leur alimentation, de se vêtir avec raffinement, de vivre dans des habitations confortables et de voyager en transportant tout ce dont ces tribus avaient besoin. Si ces ouvrages essentiels ont aujourd'hui disparu, d'autres ont résisté à l'outrage du temps. Dans toute l'Eurasie, de fabuleuses fresques ornent les parois des grottes profondes. Lieux réputés dangereux et traditionnellement réservés aux hommes par les préhistoriens, ce domaine souterrain était-il aussi visité par les femmes? La science donne aujourd'hui des clés pour découvrir les auteurs de ces œuvres. Située dans le Lot, la grotte du Pêche-Merle offre un joyau de l'art paléolithique. Dans la vaste salle des peintures, le panneau des chevaux montre l'extraordinaire maîtrise artistique de ces peuples du passé. Or, cette fresque contient dans sa composition plusieurs empreintes de mains. Dans de nombreuses sculptures de chasseurs-cueilleurs actuels, les mains sont utilisées par les artistes pour signer leur œuvre. L'individu qui a posé ses mains autour de ses chevaux pourrait donc être l'auteur de cette fresque. La plupart des mains retrouvées dans les grottes paléolithiques sont incomplètes, il y manque des phalanges, et donc il est difficile de déterminer s'il s'agit de mains féminines ou masculines. Malgré tout, des essais ont été faits, en utilisant en particulier l'indice de Manning, c'est-à-dire la longueur de certains doigts les uns par rapport aux autres, qui sont différents, statistiquement différents chez les hommes et les femmes. Il est apparu que chez les quelques mains qu'on a pu déterminer, on a effectivement des mains féminines. Ce premier indice indique que des femmes pourraient être les auteurs de ces œuvres. Un autre indice vient conforter leur présence dans cette grotte. Localisées au bout de la galerie des disques, des empreintes de pas ont été identifiées en 2015 comme appartenant à plusieurs femmes. Grâce à une méthode singulière, une équipe internationale dirigée par un chercheur allemand est parvenue à ce résultat. Pour comprendre leur démarche, il faut se rendre dans le sud de la France, où des investigations sont toujours en cours. Dans les gorges de la Cesse s'ouvre la grotte d'Alden. Cette cavité recèle plus de 600 traces de pas datant d'il y a 8000 ans. Une récente étude menée par Andreas Pastors, professeur à l'université d'Erlangen en Allemagne, a mis en place cette nouvelle méthode d'analyse avec l'aide d'experts de la piste. Grüezi? Ja. Zum Kopf. Zum Kopf.
Nous avons fait appel aux pisteurs de Namibie car nous savons qu'ils sont les meilleurs spécialistes pour interpréter les empreintes laissées tant par les animaux que par les humains. Pour parvenir à la zone archéologique, il faut s'enfoncer profondément dans les entrailles de la Terre. Descendre le long d'une faille dans la roche sur plus de 30 mètres. Et cheminer le long d'un étroit boyau d'environ 1 kilomètre. Pour découvrir les traces d'une tribu préhistorique qui a visité cette cavité. Dans une galerie située à 250 mètres de l'entrée originelle aujourd'hui effondrée, les pisteurs namibiens ont pu analyser les empreintes conservées sur une trentaine de mètres. Pendant pratiquement 2 heures ou 2 heures et demie chaque jour, ils observent les sols. Ils se déplacent, chacun dans leur secteur, ils regardent, il y a vraiment une acquisition de la lecture du sol. Dans un deuxième temps, ils rentrent en discussion entre eux. Et le troisième temps est la restitution, où là, ils vont décrire ce qu'ils ont vu. Les pisteurs donnent un côté que ne peut pas donner l'archéologie. C'est-à-dire, par exemple, l'attribution sexuelle, le comportement. Ils arrivent à faire vivre une histoire. Et leurs observations donnent vie à ces empreintes. À l'université d'Erlangen, grâce à un scan 3D des empreintes, Andreas Pastors restitue l'interprétation des mouvements que les pisteurs ont révélés. Sur cette projection, chaque trajet d'un individu est repéré par une couleur unique. Une femme adulte a posé ses pieds ici dans la grotte. Une empreinte gauche, puis une droite, montre qu'elle marchait avec assurance. Ensuite, une seconde empreinte gauche montre qu'elle a commencé à glisser sur environ 20 cm, puis elle a mis son pied en travers pour freiner sa glissade. Pour ne pas tomber, elle s'est rattrapée avec son pied droit. Sur le trajet du retour, une autre femme a laissé une rangée de 3 empreintes, très enfoncées dans le sol. Ici, on observe que son pied gauche s'écarte de son chemin. Cela signifie qu'elle s'est redressée pour remettre quelque chose sur son dos. Puis elle a continué à marcher. Les pisteurs supposent qu'elle portait un enfant ou un bébé sur le dos. Les pisteurs namibiens ont en effet remarqué que le nombre de traces de pas d'enfants au retour de l'exploration était inférieur à celui de l'allée. Et leur interprétation était que les gens étaient tellement pressés à la sortie qu'ils se sont chargés des enfants pour accélérer le pas. Nous, on avait déterminé qu'ils avaient eu un problème d'éclairage, de quantité d'éclairage qui les avait obligés à faire demi-tour et à sortir de la grotte. Et les pisteurs sont arrivés exactement à la même conclusion, uniquement par l'observation des empreintes de pas. Grâce à l'expertise des pisteurs namibiens, les empreintes conservées dans ce couloir indiquent qu'elles correspondent à un groupe de 26 individus. Des hommes, mais aussi des femmes et des enfants. À la préhistoire, le royaume souterrain n'était donc pas réservé aux hommes. Les femmes, comme les hommes du Paléolithique, ont pu réaliser les magnifiques fresques des grottes ornées de par le monde. La femme de la préhistoire est plurielle selon les lieux et les époques. Son savoir, ses connaissances, son talent lui ont-ils donné un statut particulier? Un pouvoir mystérieux au sein des tribus? La grotte des Balsirossi, où a été découverte la Dame du Cavillon, recèle un premier indice précieux qui témoigne du respect que les peuples de la préhistoire portaient aux femmes. La Dame du Cavillon avait certainement un rôle important dans la société. Au moment de sa mort, à l'âge de 37 ans,
elle a été inhumée d'une façon splendide. Tous les personnages n'étaient pas enterrés aussi royalement. On a enterré cette dame à l'entrée de la grotte du Cavillon avec un rite funéraire très élaboré autour du cheval. On avait placé devant sa face un poinçon en os de cheval. On avait mis au-dessus de la sépulture une pendeloque taillée dans un métapode de cheval. Et on avait gravé sur la paroi, à 1,60 m au-dessus du sol, ce magnifique cheval gravé. En plus de ce cheval gravé, la dame du Cavillon est accompagnée dans sa mort de plusieurs objets très précieux pour la préhistoire. 2 fines lames taillées dans du silex venant d'une carrière à plus de 150 km de la grotte. Et surtout une coiffe tressée de coquillages de Méditerranée bordée d'une centaine de canines de cerfs mâles et femelles. Juste avant son ensevelissement, son corps entier a été recouvert d'ocre rouge. Pourquoi une communauté préhistorique, la communauté des vivants, s'est-elle privée d'objets encore fonctionnels, comme des lames de silex ou des objets d'ornement, aussi beaux et riches pour les donner à cette femme? Pourquoi se priver de ces objets précieux, difficiles à se procurer, pour lesquels il fallait parcourir tant de kilomètres et se donner tant de peine? Ces objets devaient lui être utiles pour son passage dans le monde de l'invisible. Et cela nous dit de façon indirecte qu'il existait une spiritualité dans ces communautés préhistoriques, au point de fournir aux membres les plus influents des objets essentiels pour leur voyage, pour leur vie après la mort. Lady Sapiens était une femme estimée, jusque dans la mort. Le pouvoir symbolique des femmes va au-delà des sépultures, et le site de Renancourt en fournit quelques indices. Toutes les statuettes sont brisées, fracturées. Si le gel a pu faire éclater certaines pendant les millénaires de leur enfouissement, d'autres ont été retrouvées mélangées dans les déchets de taille. Se sont-elles cassées au moment de leur fabrication? Une autre hypothèse de la cassure de ces statuettes, c'est qu'elles ont pu être cassées intentionnellement, par exemple lors d'une pratique rituelle. Ces statuettes pourraient donc être l'expression d'un symbole, d'une croyance. Quel pouvoir spirituel ces peuples du Paléolithique pouvaient-ils accorder à ces représentations féminines? Quand on parle du pouvoir des statuettes, on imagine des pouvoirs liés à la maternité, à la fécondité, à la fertilité, peut-être des pouvoirs liés à la survie du groupe. On peut aussi imaginer, oui, qu'on ait voulu représenter des femmes qui ont enfanté à plusieurs reprises et qui ont donc grandement contribué à la pérennité de la vie, du groupe et même de l'humanité, pourquoi pas. Il y a peut-être autre chose qui entre en compte aussi, le fait que ce soit des femmes assez grasses, assez opulentes. Dans pas mal de civilisations passées, une femme aux formes très rondes, c'était une femme qui avait de quoi se nourrir et cela signifiait une certaine aisance. Et on peut imaginer retrouver ce type de critères chez des populations anciennes. Les femmes s'inscriraient même au cœur des premiers mythes de l'humanité. C'est ce que pense le préhistorien Boris Valentin, après avoir étudié avec son équipe une gravure de pubis située au cœur de la forêt de Fontainebleau. Cette œuvre a été réalisée au bout d'un étroit boyau qui évoque le passage du nouveau-né au moment de l'accouchement. Ces 3 fentes ont été sculptées par une main humaine pour souligner la forme naturellement évocatrice de la roche. Le plafond bombé suggère un ventre fécond, et de chaque côté du pubis, 2 blocs en relief évoquent des cuisses sur lesquelles 2 chevaux galopent. Le style de ces équidés permet de dater la réalisation de ce panneau. Ces gravures auraient 20 000 ans. Les dernières observations de l'équipe archéologique démontrent que lors d'une forte averse,
la pluie coule naturellement le long de la fente centrale, suggérant peut-être la perte des eaux juste avant la naissance. Pour le professeur Boris Valentin, ce pubis féminin est une représentation de l'origine du monde, version paléolithique. Tel un mythe fondateur, la femme de la préhistoire serait à l'image de la mère originelle, par où le monde a été enfanté. Grâce au travail acharné de tous ces archéologues et à la multitude d'indices récoltés, Lady Sapiens apparaît enfin en pleine lumière. On la croyait faible et sans défense. On la découvre chasseresse, combative et puissante. On la pensait bestiale et primaire. La science révèle qu'elle maîtrisait de nombreux savoirs et prenait soin de son corps et de son apparence. On l'imaginait soumise. Elle était respectée, honorée, vénérée. Son souffle, ses pas, ses gestes retrouvés nous invitent à redécouvrir l'histoire de nos origines. Une histoire sensible et plus juste, de femmes et d'hommes unis dans une destinée commune, dont nous sommes les héritiers.